Si les bombardements se poursuivent en Irak, l'armée américaine sur la route de Bagdad marque le pas pour permettre aux troupes terrestres d'être ravitaillées. Le terme de pause évoqué par les officiers eux-mêmes est désormais récusé. Après le bombardement hier sur un marché de Bagdad, le bilan fait état d'une soixantaine de morts et d'une cinquantaine de blessés. En cause un missile américain, mais l'hypothèse d'un tir de DCA n'est pas écartée. Manifestation en France et notamment à Paris contre la guerre en Irak, encadrée par des casques blancs pour éviter des débordements à caractère antisémite ou raciste. En réalité, deux cortèges, celui des pacifistes et l'autre composé de militants pro-arabes. Le chauffard meurtrier est condamné à 15 ans de prison. Il avait écrasé une fillette de 10 ans. Son taux d'alcoolémie dépassait les 2 grammes. Il est repassé sur le corps de l'enfant coincé sous sa voiture pour prendre la fuite. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous propose d'ouvrir ce journal par le premier attentat suicide perpétré en Irak contre les troupes de la coalition. Un kamikaze à un barrage routier près de la ville de Nadjaf s'est fait exploser dans une voiture piégée, tuant plusieurs soldats américains. Ce type d'action pourrait se multiplier si l'on en croit les encouragements formulés par les autorités irakiennes. Saddam Hussein lui-même a décerné à titre posthume 2 médailles aux combattants. Yann Franti. Le kamikaze s'est fait exploser à un barrage tenu par ses soldats américains, tout près de Nadjaf, à 150 km au sud de Bagdad. Au volant d'un taxi, il a d'abord mimé une panne et demandé de l'aide. 5 militaires se sont alors approchés, 4 d'entre eux ont été tués par la bombe. Cela ne va pas changer notre tactique. Nous savons ce que nous avons à faire. Nous l'avons bien fait jusque-là. Il faut simplement se souvenir que la sécurité de nos forces est notre priorité, mais ça ne veut pas dire qu'on va désormais se cacher dans des trous. On n'est pas là pour ça. C'est le premier attentat suicide depuis le début de la guerre, il y a 10 jours. L'auteur de l'attaque est un officier de l'armée irakienne. Il a dit vouloir donner une leçon aux Américains. Immédiatement, le régime de Saddam Hussein s'est félicité par la voix de l'un de ses présentateurs à la télévision et a annoncé l'attribution posthume de 2 médailles à ce combattant martyr. Ce type d'agissement, je pense que c'est surtout le symbole d'une organisation désespérée qui est en train de se déliter. Cette attaque marque peut-être un tournant. Les soldats de la coalition ont d'abord été surpris de ne pas être accueillis en libérateurs, en héros. Désormais, ils savent que le danger peut venir de partout, à tout moment, au moindre checkpoint. La situation se tend, d'autant qu'au même moment, l'Irak annonce l'arrivée massive de combattants arabes et de nouveaux candidats aux attaques suicides qui viennent s'ajouter à ceux déjà présents. Et en direct de Doha au commandement central américain au Qatar, Laurent Boussier, cet attentat suicide a bien évidemment été commenté lors de la conférence de presse. Avec quelle signification et quelles leçons à en tirer pour l'avenir ? D'abord, Béatrice, ce qu'il faut dire, c'est que ce genre d'attaque est la définition, je dirais même l'essence même de ce qu'on appelle la guerre asymétrique, c'est-à-dire quand le faible attaque le fort avec des moyens de guerre non conventionnels. Alors la première réaction ici au commandement américain dans le Golfe, je vais vous la lire parce que chaque mot est important, c'est que cette attaque n'aura aucune conséquence opérationnelle sur le champ de bataille. C'est vrai d'ailleurs, cette attaque ne changera pas le résultat de la guerre, ni le résultat de la stratégie, ne changera pas la stratégie globale américaine. En revanche, et Yann Franti le disait dans son sujet, cette attaque risque d'élargir le fossé entre d'un côté des soldats américains et anglais et de l'autre côté la population irakienne. Déjà, la méfiance est extrêmement grande. D'un côté, la population irakienne voit de plus en plus les soldats américains et anglais comme des envahisseurs et non pas comme des libérateurs. Quant aux soldats, ils vont assurer de plus en plus leur sécurité, elle deviendra une priorité, donc forcément, ils limiteront les contacts avec la population. Merci Laurent Boussier. À Bagdad, depuis la nuit dernière, des vagues de bombardements n'ont cessé en fait que par intermittence. Tôt ce matin, c'est le ministère de l'Information qui a été pris pour cible avec cet impact que vous découvrez en temps réel de l'intérieur même du bâtiment qui a été endommagé. Aucun répit à Bagdad, des explosions ont été entendues à plusieurs reprises aujourd'hui. Après le bombardement d'hier soir sur un marché populaire, le bilan fait état d'une soixantaine de tués et de 49 blessés. Un bilan toujours incertain, comme l'origine de cette explosion attribuée à un missile américain, mais l'hypothèse d'un tir de la DCA n'est pas à exclure. Difficile en fait d'avoir une réelle certitude. Reportage Bertrand Coq, Emmanuel Beck. La douleur des familles à la morgue de l'hôpital Al-Yarmouk. L'explosion d'Al-Choulé a tué plus de 50 personnes, parmi lesquelles beaucoup d'enfants. C'était l'heure où tout le monde est dehors. On se préparait à la prière. Quels péchés ont-ils commis, ces femmes et ces enfants?
Ils faisaient leur course au marché et ça a été le massacre. 50 blessés au moins, beaucoup de blessures au ventre et l'hôpital manque d'antibiotiques. Regardez-les, ce sont tous des civils, des innocents. Où est l'Amérique qui nous promet une vie meilleure? Retour sur ce marché populaire au nord-ouest de Bagdad. Au point d'impact, la taille du cratère, moins d'1 mètre, exclut a priori l'hypothèse d'un missile de croisière américain ou d'une bombe d'avion. Al-Chouli est un quartier chiite et quand un homme tente de faire acclamer Saddam Hussein, la foule reste silencieuse. Seuls quelques slogans religieux accompagnent les morts qui passent. Aucun doute en revanche sur l'origine du missile qui a frappé la nuit dernière le ministère de l'Information. Le Tomahawk américain a pénétré dans le bâtiment qui abrite les services de la propagande irakienne, avec pour conséquence d'obliger à déménager les télévisions étrangères dont les outils de transmission occupaient la terrasse. Après la télévision et les centraux téléphoniques, le ministère de l'Information. Clairement, les Américains voudraient priver les Irakiens de l'image et du son d'une guerre qui, pour l'instant, ne tourne pas à leur avantage. En direct de Bagdad, Alain Chalevron, revenons si vous voulez bien sur cet attentat suicide. Le kamikaze à titre posthume a été décoré de 2 médailles par Saddam Hussein. Autant dire qu'à Bagdad, c'est un appel à d'autres actions terroristes de ce type. Écoutez, on avait déjà vu ces candidats kamikazes défiler dans les rues de Bagdad avec, vous savez, leur linceul blanc et leur ceinture d'explosifs autour de la taille. Eh bien, de toute évidence, ils sont passés à l'attaque avec la bénédiction des autorités. Nous avons eu droit tout à l'heure à une très longue conférence de presse du numéro 3 du régime, le vice-président Yassine Ramadan. C'est un homme fort, dur, c'est un tribun arabe qui ne sait pas faire court, mais qui sait faire passer les messages. Et le message était clair, nous utiliserons tous les moyens, a-t-il dit, pour frapper l'ennemi. Alors il a refusé de dire si le kamikaze d'aujourd'hui avait agi sur ordre ou de son propre chef, mais il est clair que cet acte s'inscrit dans une nouvelle stratégie où tous les coups sont permis. Alain, Bagdad qui a essuyé une nouvelle vague de bombardements en fait toute la journée d'aujourd'hui. Oui, écoutez, il y a quelques instants, il y a eu encore de très fortes explosions tout près. Et je ne sais pas si vous entendez le muezzin derrière moi, il n'appelle pas à la prière, il appelle au salut de Dieu. C'est ainsi, quand il y a des vagues de bombardement, le muezzin appelle Dieu à l'aide. Alors, oui, il y a eu des bombardements pratiquement incessants toute la journée, surtout sur la banlieue, mais aussi quelques explosions dans le centre-ville. Et un phénomène très étrange qui a frappé un peu de stupeur les Bagdadis, c'est-à-dire que vers 3h30, 4h, tout d'un coup, la terre s'est mise à trembler, mais très fortement. Véritablement, on s'est demandé si l'immeuble n'allait pas tomber. Une seule secousse, pas d'explosion, mais on pense que c'était une bombe anti-bunker qui explosait en sous-sol. Merci Alain Chalevron et faites attention à vous. Si les bombardements n'ont pas diminué d'intensité, l'armée américaine a décidé de marquer le pas pour des raisons de ravitaillement et de logistique, tout en récusant le terme de pause opérationnelle. Ne sont concernées que les troupes terrestres qui font route vers Bagdad. La bataille ou le siège de Bagdad n'aurait donc pas lieu au moins avant la fin de la semaine prochaine, ce qui permettrait aux renforts de se rapprocher de l'Irak. Voyons avec Agnès Varamian et Patrick Desmully qui partagent le quotidien des hommes de la 3e division blindée à 160 km de Bagdad, la réaction des militaires. Le drapeau est habituellement plié sous le casque et chaque nom de soldat de la section y est inscrit. Brisés dans leur élan vers Bagdad, ces marines se sont arrêtés au bord de l'autoroute numéro 1. 24 heures et déjà l'ennui. Dormir, récurer les armes, se raser à sec, mais rien n'efface l'idée qu'ils pourraient être déjà aux portes de la capitale irakienne. Ouais, on est vraiment déçus d'être bloqués ici. On n'a pas envie de rester là à tuer le temps. Il y en a là parmi mes gars qui n'ont pas encore tué d'Irakiens. Et ils veulent tous faire leur devoir, participer à cette guerre. Et bien sûr, s'ils le peuvent, éliminer Saddam. Les marines se ressassent les décisions des généraux et le capitaine tempère les ardeurs guerrières.
On est bloqué sans rien faire. On est un peu perplexe. On se demande ce qui se passe. On aimerait continuer à avancer directement, rapidement. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trop rencontré de résistance. Au bout du M16, les sentinelles pointent le plus souvent des fermiers. Au milieu du désert, on voit venir l'ennemi de loin. Sortis des pactages, leur livre favori à propos de tuer sur les traumatismes d'après-guerre. Bobby l'a lu, il a tué un soldat irakien de nuit il y a quelques jours. On en a tué pas mal près du pont, à Bassora. On a eu notre part, on a été bien servis. Mon sentiment? Il n'a pas changé, je suis comme avant de venir ici. Le livre parle de choc psychologique. Moi, personnellement, je ne ressens rien de tout ça. C'est juste mon boulot. Les convois se font rares sur la route. Les soldats demandent aux journalistes des nouvelles du front, de Bagdad et des prisonniers américains. Tous croyaient à cette guerre éclair, tous ont compris qu'elle allait durer. Il y a bien sûr toutes les grandes questions de stratégie militaire, mais il y a aussi les problèmes de ravitaillement. Depuis le Koweït, ces convois doivent parcourir à peu près 300 km pour ravitailler en eau, en nourriture et en cigarettes les soldats les plus près de Bagdad. Tentons à présent de définir les besoins d'une armée en mouvement. Les troupes qui font route vers Bagdad sont tributaires en fait d'une logistique avec ces lignes de ravitaillement sur des dizaines de kilomètres. Sans oublier cette particularité, les forces de la coalition sont en plein désert. Richard Binet. La logistique, le talon d'Achille des armées modernes. Car si ce parachutiste de la 101e Airborne fraîchement débarqué au Koweït peine à se relever, c'est qu'il a dans son barda munitions, lunettes de visée nocturne, kit de survie et combinaison de protection chimique. En annonçant le déploiement de 120 000 soldats supplémentaires en Irak, l'état-major américain engage un formidable pari. Une armée en marche, c'est 1 million de litres par jour d'eau pour une division de 16 000 hommes, 200 litres de carburant à l'heure pour un char Abrams, 400 litres pour un hélicoptère Apache. Si les troupes qui sont à l'avant progressent trop vite, il y a un moment où elles vont s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus l'apport en essence, par exemple, ou en munitions. Il y a aussi ces tonnes de munitions qu'il faut convoyer par voie terrestre pour réarmer les machines de guerre. Un casse-tête pour l'état-major américain. 450 km de pistes qu'il faut sécuriser en plein désert, des dizaines de milliers de soldats mobilisés en permanence le long des 3 principaux axes du sud de l'Irak. On considère généralement que sur 3 soldats, un seul combattra, les 2 autres assurant la logistique. Ces convois de carburant constituent des cibles idéales pour les forces irakiennes. Comme ici, près de Karbala, où une unité alliée essuie les tirs nourris de soldats embusqués. Avec l'arrivée des nouveaux renforts, les forces anglo-américaines atteindront les 380 000 soldats. À titre de comparaison, la coalition, réunie par George Bush père pour libérer le Koweït, avait rassemblé plus de 700 000 hommes. Laurent Boussier, le terme de pause opérationnelle formulé pourtant par l'armée américaine est désormais récusé officiellement devant les médias. Alors comment s'y retrouver ? Écoutez, tout à l'heure, dans sa conférence de presse, le général Remart, qui était aujourd'hui le porte-parole du haut commandement américain, a essayé de persuader les journalistes effectivement que, contrairement à ce qui a été dit par certains militaires et même certains généraux sur le terrain, le terme de pause n'était pas le bon terme. En fait, tout dépend de ce qu'on met derrière le terme pause. Si on parle d'offensive pure, c'est-à-dire si on parle de gagner du terrain, de faire de l'offensive et de déplacer des troupes vers l'avant, à ce moment-là, évidemment, il y a depuis 24 heures une pause et une pause qui pourrait durer encore quelques temps. En revanche, si on parle de guerre globale, si on parle de repositionnement, si on parle de logistique, comme Richard Binet vient de le faire, si on parle d'attaque d'hélicoptères et surtout si on parle de bombardement aérien, alors là, il n'y a absolument pas de pause. Au contraire, l'offensive aérienne, les bombardements sur les bunkers, les bombardements sur les lignes d'attaque, les lignes de défense irakiennes s'intensifient de plus en plus. Et puis, la chasse à Saddam Hussein et à son entourage et aux dignitaires du régime pour les tuer et les trouver d'abord et les tuer, elle continue de plus en plus forte et de plus en plus importante parce que c'est aussi un des thèmes majeurs de l'offensive américaine en ce moment et c'est surtout ce que les Américains souhaitent le plus rapidement possible.
Merci Laurent Boussier. Partons sur le front du Sud où de violents combats se poursuivent autour de plusieurs villes. D'abord à Nasiriyah où des troupes de combat appuyées par des hélicoptères de l'armée américaine devraient entrer en action. Ailleurs à Bassora, la ville a connu une nouvelle nuit d'affrontements alors que les habitants par centaines continuent de fuir. Olivier Galzier. Bassora, le siège. Observation, tirs sporadiques. La bataille pour la deuxième ville du pays est pour l'heure une guerre de tranchées. Elle a été confiée aux soldats britanniques. Le danger ici, ce sont les tirs indirects, de grenades et de mortiers. Certains sont tombés à 200 ou 300 mètres, juste devant nous. L'ennemi, en effet, n'est pas loin, de l'autre côté du pont. Un pont que des civils empruntaient pourtant encore aujourd'hui, poussés par la faim ou par la peur des bombardements. Bien sûr, leur fouille est systématique. Les suspects seront interrogés. Prise de guerre. Dans la grande banlieue de Bassora, les Britanniques sont tombés sur un dépôt de munitions abandonné. À côté des obus et des grenades, des tenues de protection chimique, une découverte qui inquiète ce soldat. Normalement, les obus sont marqués. Ici, la plupart n'ont aucune marque. Alors si l'on ajoute la présence de ces tenues de protection à côté, on peut se demander s'il ne s'agit pas de charges chimiques. Ces obus seront donc vérifiés. Les autres, déjà identifiés, sont tout simplement détruits sur place. Destruction toujours, plus au sud. Cette fois, c'est la flotte irakienne qu'il faut démonter par tous les moyens. Guerre des images. À la télévision irakienne, c'est du matériel américain mis hors service que l'on montre abondamment. Des chars, des blindés et même un drone américain. Sans précision de date, ces villageois affirment l'avoir abattu avec leurs vieux fusils. Et toujours à la télévision irakienne, une autre image a marqué cette journée. Celle de ce bus rempli de passagers, cible selon le commentaire d'une attaque aérienne, une information bien sûr impossible à vérifier. Cet après-midi, l'armée américaine a reçu du renfort, la 101e division aéroportée. Des soldats fraîchement débarqués en route vers le front. Pour ces hommes, la guerre sera dès ce soir une réalité. Et la réalité, la voici. Pour la première fois, le Pentagone a autorisé la diffusion d'images de combat. Ici, un engagement contre une base irakienne, quelque part dans le désert. Au Koweït, la nuit dernière, un missile irakien est tombé en bord de plage, endommageant l'un des grands centres commerciaux de la ville. Apparemment, aucune alerte aérienne n'avait précédé l'explosion. Voyons maintenant les avancées des combattants kurdes au nord de l'Irak. Ces Peshmerga continuent leur progression dans ces zones contrôlées par les Irakiens, notamment sur la route de Mossoul. Reportage de nos envoyés spéciaux Vincent Nguyen et Gilles Jacquier. Sur la route qui mène à Kirkouk aujourd'hui, les soldats kurdes étaient d'humeur espiègle. Bienvenue sur la terre libérée de la région de Koushtapa. Le village kurde de Koushtapa se trouvait jusqu'à présent à la frontière de l'Irak de Saddam. Mais cette frontière a bougé. Les troupes irakiennes ont reculé hier de 9 km. Les Kurdes ont suivi et ont établi ce poste avancé. Ici, les démineurs ont de quoi s'occuper. Voilà ce qu'on trouve dans les champs alentours. C'est des mines anti-chars fabriquées en Italie. On les a désamorcées. Regardez. Vous voyez, on a enlevé les capsules. La route et ses abords étaient truffés d'engins plus petits. Des mines antipersonnelles. Ça, c'est de l'irakienne, des mines de Saddam. On ne sait pas comment les désamorcer. Elles sont trop sensibles. D'ailleurs, hier, un des leurs a eu le bras arraché. Le meilleur moyen d'écarter le danger est encore de les faire sauter. Les troupes de Saddam ont probablement quitté leur position pour mieux défendre Kirkouk, à 40 km de là. Mais les soldats kurdes assurent que les Irakiens ont fui parce qu'ils avaient peur. Dans les anciennes positions ennemies, fièrement, ils nous montrent leur première prise de guerre. Oh, pas grand-chose. Un peu de nourriture, quelques munitions hors d'usage, des chaussures. Et puis ce béret, orné de l'aigle irakien. Lui a trouvé un casque.
C'est irakien, dit-il, mais moi, je suis kurde. Découverte plus inquiétante, des masques à gaz. Mais ça n'a pas l'air de les effrayer plus que ça. Ils jouent avec comme des gamins, et comme des hommes, ils se disent prêts à se battre, malgré le danger. Je te le dis en kurde et en arabe, Inch'Allah, on ira à Kirkouk. Les Kurdes ont donc avancé sur Kirkouk alors que leurs autorités jurent depuis plusieurs jours qu'ils ne le feraient pas sans ordre de la coalition. Mais soyons clairs, aucune offensive terrestre n'a commencé au nord. D'ailleurs, les Peshmerga n'ont eu à tirer aucun coup de feu. Et toujours dans la région de Kirkouk, les Irakiens ont abandonné des positions sur la ligne de démarcation permettant aux Kurdes de se rapprocher de cette ville pétrolière, cible de violents bombardements américains. Paul de Genève. Cette tranchée était encore il y a quelques jours une position irakienne, abandonnée à la hâte. Ces Peshmerga, les combattants kurdes, trouvent des masques à gaz, des vêtements ou des armes. Ces hommes avancent vite sur la route de Kirkouk. Il ne serait plus qu'à 16 km de cette ville stratégique du nord de l'Irak, située en pleine zone pétrolifère. Ils seraient accompagnés de troupes spéciales américaines. L'armée irakienne se replie, mais ne reste pas loin, comme le montrent ces images tournées ce matin par l'équipe de France 2. Un tir d'artillerie s'abat à quelques mètres du convoi de journalistes. Accompagnés de Peshmerga, ils tentaient d'observer Kirkouk à partir d'une zone non sécurisée près de la ville de Shamshamal. Mais cette résistance est toute relative face aux bombardements anglo-américains. Le long de la ligne de démarcation, les positions irakiennes sont pilonnées en permanence. Les Américains préparent le terrain pour les combattants kurdes, mais surtout pour leurs propres troupes. Plus à l'intérieur du Kurdistan, 1 millier d'hommes, des parachutistes de la 173e division aéroportée, s'installent sur ce vaste plateau. Une piste d'atterrissage sur laquelle des véhicules, du matériel lourd sont déjà positionnés. Ces hommes ne sont que les premiers. Ils mettent en place une tête de pont qui doit permettre une vaste offensive par le nord de l'Irak. Avec vous, Jérôme Beny, faisons un tout dernier point sur l'avancée de ces combattants kurdes vers Kirkouk et les champs de pétrole cibles stratégiques. Oui, effectivement, il faut préciser, comme c'était dit dans le reportage tout à l'heure par Vincent Nguyen, que les Kurdes se contentent de prendre des positions abandonnées par les Irakiens. Il n'y a pas de combat. On est toujours dans une espèce de phase d'observation entre des futurs belligérants, peut-être. Ils se harcèlent aussi de temps en temps. La preuve, quand nous sommes allés ce matin à peu près 12 km à l'intérieur de l'Irak contrôlé par les troupes de Saddam Hussein, dans la ville de Kara-Anjir, nous avons été pilonnés. Nous avons un obus à 200 mètres à peu près du convoi de journalistes qui est aussitôt s'est retiré. La preuve que les Kurdes ne contrôlent pas vraiment ces parties qu'ils occupent en remplacement des Irakiens qui ont fui en fait les bombardements américains. Alors ce qui est un petit peu difficile de comprendre, c'est la stratégie américaine. Parce que d'une part, ils ont promis aux Turcs, ces Américains, qu'ils ne laisseraient pas les Kurdes contrôler seuls les puits de pétrole, et en même temps, ils encouragent les Kurdes à y aller en pilonnant les positions de l'armée irakienne. Mais ces Kurdes eux-mêmes restent prudents. Ils ont un mauvais souvenir de ce qui s'est passé en 91 quand ils ont essayé seuls d'attaquer l'armée de Saddam Hussein et la contre-offensive a été meurtrière. Là, pour l'instant, il y a assez peu d'Américains dans le secteur malgré tout et ils préfèrent avancer, mais très très prudemment, on peut encore le dire. Merci Jérôme Beny. Voici la dernière apparition de Saddam Hussein à la télévision, image diffusée cet après-midi par la télévision irakienne. Là aussi, comme lors des précédentes apparitions, impossible de dater ce tournage. Au 10e jour de la guerre en Irak, force est de constater qu'il existe dans ce pays pourtant divisé un véritable sentiment nationaliste, sans doute avivé depuis l'entrée des troupes américaines sur le sol irakien. Même les chiites, hostiles au régime de Saddam Hussein et écartés de tous les rouages du pouvoir, semblent se rassembler autour d'un certain patriotisme, celui d'une nation arabe qui a comme berceau la ville de Bagdad. Bernard Lebrun. Voici l'essentiel des programmes de la télévision irakienne, clips et chansons à la gloire de Saddam Hussein et de l'invincible Irak. Pure propagande destinée à galvaniser les foules, mais qui joue habilement sur la corde sensible du nationalisme irakien. Et guerre ou non, cela marche encore. Par notre âme, par le sang, nous sacrifierons nos vies pour toi, Saddam. Vide, personne le long des routes, ni fleurs ni hurrahs. L'opération Liberté de l'Irak est d'ores et déjà un fiasco quant à sa popularité. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tous les Irakiens soutiennent la dictature de Saddam Hussein et du parti Baas au pouvoir depuis 1969. On a subi Saddam Hussein depuis 34 ans. On a subi les guerres depuis 20 ans, l'embargo.
puis l'injustice de l'Occident. Pourquoi on se sacrifie maintenant? Donc il y a quelque chose qui pousse ces gens-là de se réfugier dans une forme de résistance, je dirais, passive. Attendons voir. On ne se jette pas dans les bras de Saddam Hussein, même si nous sommes terrorisés, mais nous ne sommes pas pour autant pour l'occupation. La hantise des Irakiens. Après 4 siècles d'occupation ottomane, débarquent dans le Golfe les troupes britanniques. Il leur faudra 3 années de redoutables combats dans la région de Bassora, avant que la cavalerie du roi George V occupe Bagdad. 63 ans plus tard, Saddam Hussein attaque l'Iran. Pendant 8 ans, les soldats chiites irakiens se battront avec patriotisme contre leurs frères en religion iraniens. Preuve que la nationalité l'emporte sur l'appartenance religieuse. Pour autant, les États-Unis attendaient que les habitants chiites de Bassora se révoltent contre Bagdad. Suivez la classification que je donne. Irakiens de Bassora, arabes, musulmans de confession chiite. Ces derniers temps, qu'est-ce qu'on attendait un peu abusivement? Un habitant chiite. On supprimait toutes les autres identités qui existaient. Quand il est en face d'une force étrangère, il va se déterminer, il s'exprime en tant qu'Irakien. Irakien d'abord donc, mais pas pour les États-Unis. Cette rare image, filmée à Londres, montre un dignitaire chiite irakien et en exil, embrassant un officier américain, lors d'une assemblée des partis de l'opposition. Toujours, Washington a privilégié une approche ethnique du pays de Saddam Hussein. Mais c'était mésestimé que depuis 83 ans, l'Irak constitue une seule et même nation. En Turquie, des experts américains venus récupérer dans le sud-est du pays les morceaux d'un missile de croisière tombé par erreur ont été accueillis par la colère des habitants. Des dizaines de villageois ont bombardé, comme vous le voyez, de pierres les voitures et brisé les vitres, multipliant les slogans anti-américains. Aux États-Unis, George Bush défend l'excellence du plan américain et reconnaît que les combats en Irak sont féroces. Par ailleurs, le président américain a confirmé que des troupes de la coalition se trouvaient à moins de 80 km de Bagdad. La guerre en Irak fait de grands progrès, a-t-il dit, et les troupes infligent de sérieux dégâts aux forces irakiennes. Le seul objectif est la victoire totale. Fin de citation. L'arrivée en Grande-Bretagne des corps des premiers soldats tués au combat, cérémonie militaire très solennelle, retransmise sur toutes les chaînes de télévision, alors que des manifestations anti-guerre se déroulaient dans le pays. À Londres, Jeff Wittenberg. Pour les Britanniques, l'image la plus forte de cette journée, sans aucun doute, ce sera celle-là. 10 cercueils enveloppés dans l'Union Jack, le drapeau national, les 10 premiers corps de soldats tués dans le Golfe sur 24 morts britanniques au total, la plupart victimes d'accidents ou de tirs de méprise. Comme le prince Andrew et tous les officiels qui saluent le passage des cercueils, ce soir toute la Grande-Bretagne comprend peut-être pour la première fois qu'elle est en guerre et quelles en sont les conséquences. Une guerre qui ne passe toujours pas dans une partie de la population. Aujourd'hui, c'est la BBC qui était la cible des protestataires, la télévision publique. Quelques centaines de manifestants convaincus que la télé britannique a un traitement partial du conflit en Irak. À chaque fois qu'on entend un reportage sur Bagdad, la BBC nous dit que le sujet a été soumis à la censure irakienne. Mais elle ne dit pas qu'il y a aussi des restrictions du côté anglais. Un faux procès pour les journalistes de la BBC qui revendiquent haut et fort et depuis longtemps leur indépendance. Je comprends que les gens soient malheureux à cause de cette guerre. Il y a beaucoup de manifestations dans le monde, de la Nouvelle-Zélande à l'Australie, des États-Unis à l'Europe, et nous les avons toutes couvertes. Tony Blair, lui, a téléphoné à Jacques Chirac aujourd'hui. Trêve de dispute, les deux hommes se seraient mis d'accord sur l'après Saddam Hussein. Comment concilier d'un côté le lien ou ce qu'il en reste avec les pays européens qui ne sont pas en guerre, et de l'autre côté la solidarité obligée avec Washington? Tony Blair tente un exercice d'équilibre difficile pour la Grande-Bretagne. Plus la guerre sera longue, plus sa position sera inconfortable. Ce samedi, journée de mobilisation anti-guerre avec cette exception. À Albuquerque, au Nouveau-Mexique, plusieurs milliers de personnes se sont ralliées à la politique américaine. Une marche qui a failli dégénérer lorsqu'a eu lieu une confrontation entre les pros et les anti-guerre. La marche des pacifistes en Europe, d'abord en Allemagne, où une chaîne humaine de 50 km s'est déroulée dans l'ouest du pays. Au total, au moins 100 000 personnes participaient à ces diverses manifestations en Allemagne. Par ailleurs, à Rome, les ponts qui enjambent le Tibre ont été recouverts de drapeaux noirs. Enfin, à Gênes, en signe de protestation, des jeunes se sont couchés sur le sol.
À Paris maintenant, plusieurs milliers de personnes, 15 000 pour la police, 50 000 selon les organisateurs, ont marché contre la guerre en Irak. En réalité, deux cortèges composaient ce défilé. D'un côté, de simples citoyens, pacifistes dans l'âme, et de l'autre, de vrais militants qui ont multiplié les slogans pro-arabes. Une manifestation sous haute surveillance, encadrée par des casques blancs pour éviter tout débordement raciste ou antisémite. Hélène Hugues, Pauline Revenaz. Le requiem de Mozart en fond sonore, le ton est donné. Cette manifestation pour la paix doit être grave et digne. Les organisateurs veulent éviter à tout prix les débordements racistes ou antisémites. Plus cette folie meurtrière se développera, plus, me semble-t-il, les risques de crispation seront réels. Et il me semble que l'une des meilleures façons de canaliser cela, c'est de maintenir cette mobilisation. Dispersés parmi les milliers de manifestants, une trentaine de casques blancs veillent. À eux d'essayer d'éviter les dérapages, de raisonner les provocateurs. C'est parce qu'il y a des amalgames qui nous parlent dans la mesure où on pense qu'aujourd'hui... Mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Qu'ils mettent 3 bombes nucléaires pour qu'on dise qu'ils sont pas gentils? On est là pour dialoguer et faire en sorte que les premières pulsions, les premières passions soient canalisées. Donc... Impossible de tout canaliser. Et le cortège laisse souvent échapper des messages violents. Les médiateurs n'empêcheront pas les appels à la guerre sainte, pas plus que les soutiens à Saddam Hussein. Viva Saddam Hussein! Viva Saddam Hussein! Et au beau milieu du cortège, le drapeau israélien est brûlé. Cette guerre est porteuse de tensions dans le monde et y compris dans notre pays. Mais je pense que jusqu'à présent, le peuple français réagit de bonne façon. Il est vrai qu'à l'arrière, c'est une autre manifestation. Souvent bon enfant, politiques, associatifs, étudiants continuent de scander uniquement leur message de paix. À la 3e manifestation depuis le début de la guerre, la mobilisation commence à faiblir. Aujourd'hui, aucun débordement, même si en fin d'après-midi, les plus durs ne désarment pas. Mobilisation également dans plusieurs villes de province, comme à Marseille, à Lille ou encore à Lyon, où ils étaient plusieurs milliers à défiler dans le centre de la ville. En tête de cortège, quelques élus locaux et dans le défilé, certains sympathisants à la cause palestinienne. Nicolas Sarkozy assistait à la mosquée des Mureaux à l'ouverture du 4e congrès des imams de France. Quelques 250 d'entre eux venus de tout le pays étaient présents à une semaine des élections du futur Conseil français du culte musulman. Jean-Pierre Raffarin cherche à se positionner, pris en tenaille par la guerre en Irak et les mauvais chiffres du chômage. Les sondages, même s'ils ne sont qu'une photo instantanée, lui sont moins favorables ces dernières semaines. Alors quelle stratégie adopter? Michael Darmon et Céline Crespi ont suivi le Premier ministre cette fin de semaine. Le président de la République, j'ai du mal à le suivre sur tous les terrains, mais il y a 2-3 terrains où je le suis sans problème. Et voilà, c'est dit. Jean-Pierre Raffarin est à la recherche de la bonne stratégie, car pendant que la courbe du chômage monte, celle de sa popularité baisse. Le chef du gouvernement doit donc éviter l'enlisement. Il est mal placé pour avoir la popularité, parce qu'il a des responsabilités. Tandis que M. Chirac, avec le contexte international, à mon avis, il a obtenu des points. C'est normal. Exactement. Il a défendu, à mon avis, une bonne cause. Il fallait pas faire la guerre en Irak. Ah bah non. Première phase donc, la pause fin de semaine en terrain ami dans la Vienne. Bonjour. On avait pour la semaine. Chanson. Bonjour. Ça va bien? Eh bien oui, il la connaît la chanson. Et la musique de ces jours-ci, il la connaît, Jean-Pierre Raffarin. Quand la mauvaise météo menace l'économie, il faut que Premier ministre sourie. Et le message passe, plus ou moins. Il parlait de la France du bas et la France du haut, mais résultat, je vois que la France du haut, c'est toujours la France du haut. Celle du bas, bon, il n'y a pas plus d'amélioration. Je suis content. Il est gentil. Je le connais un peu. La veille, il planchait devant des étudiants à Poitiers, l'occasion sur mesure d'aborder le grand sujet, la guerre en Irak. Cette guerre, selon notre thèse, est une guerre qui met la force en dehors du droit. Évidemment, tout le monde apprécie, toujours ça de prix, même si le chef du gouvernement sait qu'il ne sera vraiment applaudi s'il gagne ces deux batailles, celle du chômage et des retraites. La condamnation à 15 ans de prison pour ce chauffard qui a tué une fillette de 10 ans. Il cherchait à prendre la fuite alors que le corps de l'enfant était coincé sous sa voiture. L'accusé n'a pas réagi à l'énoncé du verdict. Florence Griffon.
Il ne s'en souvient toujours pas, ni de l'accident, ni de la suite. Mais les jurés n'ont pas cru cette amnésie. Ils ont condamné Jean-Pierre Delforge à 15 ans de prison. Je dis pas que c'est un chauffard, moi je dirais plutôt que c'est un assassin, vu que ma petite sœur faisait 1m40, une cinquantaine de kilos. Bon, donc vous imaginez en dessous d'une roue ce que ça peut faire. Ça doit pas être une bordure. Donc pour moi c'est un assassin. Les faits se sont produits le 19 novembre 1999. Cet ancien garagiste fait la tournée des bars pour fêter la fin de sa cure de désintoxication. 3 enfants d'une même famille s'apprêtent à traverser ici. Jean-Pierre Delforge ne s'arrête pas, il les fauche. 2 d'entre eux sont projetés. Aurélie, 10 ans, est happée par la voiture. Le chauffard accélère et traîne la fillette sur 5 km. Il s'en débarrassera en faisant des manœuvres avec sa voiture. L'avocate générale avait requis 18 ans de réclusion criminelle. Une peine d'élimination pour préserver la société selon ses propres mots. Pour la famille, le plus triste est que la petite aurait pu être sauvée. En poursuivant sa route, il lui a enlevé toute chance de survie, en réalité toute chance de vie. Donc c'est une véritable exécution. Au moment des faits, le chauffard avait plus de 2,10 g d'alcool dans le sang. Il était récidiviste et conduisait sans permis et sans assurance. À Dubaï, Touria Tiouli, accusée de prostitution, sera renvoyée devant le tribunal correctionnel, décision de la cour d'appel, alors que la jeune femme se bat depuis 4 mois pour faire reconnaître son viol. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Souad qui a décidé de briser la loi du silence qui entoure les crimes d'honneur, coutume ancestrale pratiquée dans certains pays et qui permet à un homme de tuer impunément sa femme ou sa sœur dès qu'il la soupçonne d'une liaison amoureuse. Souad, d'une des premières victimes, a osé parler. Fanny Auvergne, Nadine Picard. Souad a toujours peur. Peur des représailles, c'est pour cela qu'elle cache son visage. Sa vie bascule à 17 ans en Palestine. Elle aime son futur époux, il l'aime, elle se retrouve enceinte avant leur mariage. Pour sa famille, c'est le déshonneur qui ne mérite qu'un seul châtiment, la mort. Je commençais à faire la lessive dehors dans les jardins et mon beau-frère elle est rentré et il me dit je vais t'aider. Je me suis levée, je le regardais, j'ai dit d'accord et je l'ai cru encore une fois. Tout d'un coup j'ai senti le feu sur moi-même. J'avais la naissance à côté de moi. Je pense qu'il a jeté sur ma tête. Je ne sais pas comment il m'a brûlé, ou avec une allumette, ou avec une braise. Et je courais dans les jardins en tapant ma tête sur mes cheveux. Souad s'en sort miraculeusement. Mais sa propre mère va à nouveau tenter de la supprimer à l'hôpital. Ma mère, j'étais couchée dans mon lit, ma mère elle est venue me voir avec un verre de poison. Et puis elle m'a regardée, et puis elle m'a dit, il faut que tu bois ça, pour pas que je reste vivante, pour qu'elle est sûre et certaine que je suis morte. C'est un honneur pour elle, un honneur pour le village, un honneur pour toute la famille, je suis morte. L'histoire de Souad n'est pas unique. C'est celle de 5000 femmes dans le monde chaque année. C'est l'homme, il fait les lois, c'est l'homme le roi, c'est l'homme, il a tout le droit à faire, il a le droit à aller au cinéma, danser, manger. Mais nous, les femmes, on est là, moins de rien. Pour moi, il n'a pas changé la situation, elle est toujours la même chose. Les filles sont toujours soumises. Ah, toujours soumises, toujours tuées, toujours brûlées, toujours torturées, toujours étouffées. C'est ça que je suis vivante. Ah, jamais être tranquille, ni dormir, ni manger, ni... Ah non, ils doivent me tuer pour être tranquille. Sauvée par une association humanitaire, Souad se cache aujourd'hui en Europe. Maintenant, je fais partie du monde. Maintenant, j'existe. Maintenant, je parle, maintenant je sors, maintenant je rentre, je vais aller chez la coiffeuse, je vais aller chez l'esthéticienne, je vais aller choisir une robe toute seule. Mais là-bas, ça n'existe pas, on ne connaît pas. Le plan pour lutter contre le cancer, présenté par Jacques Chirac lundi, sera piloté par la directrice adjointe de Normal Sup, Pascal Briand. L'occasion de souligner les ravages faits par le tabac chez les femmes. Voici le témoignage de l'une d'entre elles. Elle paye le prix fort. Jean-Daniel Flézaquier, Diane Richard. Elle s'appelle Martine, elle a 36 ans. Depuis l'âge de 18 ans, elle fume 1,5 paquet de gitane sans filtre par jour. Il y a 1 mois, elle a appris qu'elle avait un cancer du poumon inopérable. Pour moi, c'était une passion, j'avais une envie, c'était de fumer, c'était dès que je m'énervais, je prenais ma cigarette. Donc on ne pense pas, tant que vous n'êtes pas malade, on ne pense jamais à ces choses-là. Et le fait que votre père ait eu une tumeur au poumon à cause du tabac, ça ne vous a jamais dissuadé, vous, de continuer? Non. Votre médecin traitant savait que vous fumiez beaucoup? Oui. Il vous a jamais dit qu'il fallait arrêter? Non, jamais.
Pas une fois? Non. Et il savait exactement la quantité de tabac que vous fumiez? Oui. Martine a déjà subi une première cure de chimiothérapie. Depuis 3 semaines, elle n'a pas rallumé une cigarette. Je me suis arrêtée de fumer par mes propres moyens, donc je pense pas que je recommencerai. Ou ça serait de la bêtise. Mais si vous avez pu arrêter aussi facilement, vous n'avez pas un peu le regret de ne pas avoir arrêté plus tôt? Oh que si. Oh que si, j'ai un petit peu le regret, mais bon. Vous savez, quand tout va bien, on s'inquiète de rien. Qu'est-ce qui vous motive dans cette bataille contre la maladie? Je désirais de faire un enfant, donc je vais le faire. Puisque maintenant je ne fume plus, donc ça va déjà aller mieux. Et puis une fois que ma maladie va être guérie, je ferai mon enfant. Donc voilà ce qui me motive le plus. Et vous lui direz qu'il ne faut pas fumer, ce petit bonhomme? Oh, sûrement, oui. À lui, oui. Et comme chaque printemps depuis 1976, nous allons changer d'heure. Ce sera cette nuit. N'oubliez pas d'avancer vos montres. Nous dormirons 1 heure de moins. L'occasion de vous montrer comment la ville de Paris se prépare. Elisabeth Esley, Thierry Breton. Ses outils de travail, un escabeau et des trousseaux de clés. Jean-François Gelt est horloger en chef à la mairie de Paris. En 3 jours, avec son équipe, 6 personnes en tout, il va faire passer à l'heure d'été plusieurs centaines de pendules. Sur les 550 que nous avons, on en a 400 qu'on est obligé d'intervenir. Autrement, les autres, ce sont des électroniques. Elles sont pilotées par l'antenne France Inter. Elles reçoivent un top de France Inter à 2 h du matin et elles se remettent à l'heure automatiquement. Manuel ou électronique, depuis 27 ans, le passage est bien rodé, mais toujours controversé. C'est plutôt gênant, mais donc j'élimine le problème en ne m'en occupant pas. Je pense que c'est bien, parce que moi j'aime bien, je fais mon footing le soir après mon travail. Ça me permet de me relaxer, de profiter du soleil. Ça permet aussi de réduire de 4% notre facture d'éclairage, l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de la ville de Bordeaux. Et comme demain c'est dimanche, pas de gros soucis, même pour ceux qui se trompent. C'est 1 heure en plus? Oui. C'est vrai? Oui, oui, oui. Ah bon? Sûr? Non, je croyais 1 heure en moins, j'étais presque sûre. Non, aucun doute, il faudra bien avancer sa montre d'1 heure cette nuit. Rugby, les Français terminent le tournoi Destination par une victoire face au Pays de Galles, 33-5. Au classement, ils sont 3e, une performance en demi-teinte. Christophe Duchiron, Frédéric Basile. Avant match, ce spectateur français, comme son béret l'indique, fait la moue. Alors qu'un autre spectateur français fait la poule. De ces 2 spectateurs bien de chez nous, c'est le premier qui avait la bonne attitude. En effet, le début de match des Bleus est globalement médiocre. Et c'est en toute logique le 15 de Galles qui inscrit le premier essai de fort belle manière. L'ailier Gareth Thomas aplati, les Gallois mènent 5-0 après 4 minutes de jeu. Bernard Laporte, l'entraîneur français, fait grise mine. Il sait bien qu'en cet après-midi de rugby désordonné, les Bleus ne vont pas se friser la moustache. Heureusement, entre 2 occasions manquées, les Français marquent le coup. 28e minute, Thomas Castagnède entre les poteaux. Castagnède est heureux, le public est heureux, et dans les tribunes, Fabien Galtier est heureux. Gageli transforme, il inscrira 18 points, 8 coups de pied réussis sur 9 à la pause, 10-5 pour la France. En deuxième période, il y a du mieux. Plus concentré, plus performant, le 15 de France commence par inscrire un essai grâce à l'ailier Vincent Clerc, 20-5. Un quart d'heure plus tard, Frédéric Michalak aplatit au pied des poteaux. Au final, la France l'emporte 33-5 en version française, vaincre sans convaincre. On arrive à se créer des occasions et puis on ne les concrétise pas, donc manque de réalisme et manque de, je dirais, un petit péché mignon au dernier moment. Mais bon, c'est vrai qu'on sent qu'on peut réellement faire mieux, qu'il y a de la puissance, qu'il y a du talent, mais aujourd'hui on est encore un peu bridé, donc bon. Donc bon, après un tournoi destination plus que moyen, les Bleus ont 6 mois pour se refaire une santé avant le début de la Coupe du Monde. Au Havre, 50 ans après sa disparition, le musée Malraux de la ville expose Raoul Dufy. Le Havre fut sa ville natale et il fut influencé toute sa vie par la lumière des côtes normandes. Christophe Hérault, Mathieu Drechaud. Un siècle est passé, mais la lumière de l'estuaire et le scintillement de la mer n'ont pas changé. Raoul Dufy était un promeneur et sa peinture, celle des balades des bords de mer. Durant toute sa vie, il eut une obsession, comment peindre la lumière.
Cette lumière, c'est la lumière de son enfance, la lumière donc du Havre, puisqu'il est né au Havre, cette lumière qui revendiquait, il disait malheur aux peintres qui ne naissent pas au bord de la mer, cette lumière qu'il va revendiquer même lorsqu'il va la comparer à la lumière de Syracuse. Isolé dans son atelier, Raoul Dufy décore sa toile de ses souvenirs de l'air marin. Et quand il peint la femme nue, son atelier est baigné par le soleil normand. Mais il délaissera allègrement son chevalet et ce seront ses céramiques aux faux airs de Matisse qui jailliront. Qu'il grave un bestiaire en noir et blanc ou habille la femme d'élégants motifs d'une nature luxuriante, Dufy se coltine tous les matériaux. Sa liberté d'artiste est celle de l'artisan des arts décoratifs. Il parle aussi de cet incessant va-et-vient entre ces techniques comme un formidable trésor, il emploie le mot, dans lequel donc, il va puiser et renouveler son imagination. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour lui fondamental. Qu'il peigne ou qu'il décore, Raoul Dufy aime à montrer la beauté. Sa couleur jaillit sans douleur. Cette joie de peindre en fait un artiste d'une certaine manière de vivre. Ce n'est pas un petit maître. C'est vrai que ces sujets qui ont pour thème la société frivole de son temps, c'est vrai qu'il ne s'est intéressé qu'à ce qui était beau. Il disait « je veux effacer de mes yeux tout ce qui est laid ». La lumière et la beauté, telle que Dufy la désirait, est revenue au Havre. Et toujours pour la mer. La peinture de Dufy, c'est parfois cette carte postale, cette balade un soir de printemps en bord de plage. Et nous vous le disions, le passage à l'heure d'été, n'oubliez pas d'avancer vos montres avant de vous endormir. À 2 h du matin, il sera 3 h, c'est 1 heure de sommeil en moins. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Nathalie Rioué. 21 h, émission de variété, une émission consacrée au chanteur Renaud. 1 h 40, le dernier journal Jean-Claude Renaud. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13 h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.